Est-ce que François Bayrou est sur un siège éjectable? Vaste question. Il a répondu cet après-midi aux questions des chefs de groupe parlementaires à l'Assemblée. Il revoit le président Macron ce soir pour tenter de former un gouvernement. Il a la pression de tous les côtés, François Pipponi. Oui. La pression de tous les partis et du président qui ne lui pardonne pas trop de s'être fait tordre le bras. Je ne me trompe pas trop en disant ça. Il a attendu au tournant. Ah oui. Il a forcé la main du président, donc maintenant il faut qu'il réussisse. Les partis ne vont pas forcément le laisser faire ce qu'il veut. La chance qu'il peut avoir, c'est qu'il n'a pas de texte très, entre guillemets, très compliqué à faire passer. Il peut essayer de faire passer des textes, un sur la proportionnelle, qui va plaire à tout le monde, un autre peut-être sur la fin de vie, qui peut plaire un peu à la gauche. Il peut arriver l'immigration s'il veut faire plaisir à la droite. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a plus de budget. Hein, parce que techniquement, y compris on est en train de regarder, mais techniquement, faire un budget rétroactif après celui qui n'a pas été voté, c'est très compliqué. Mais François, vous projetez déjà dans le cas où il a déjà formé son gouvernement. Oui. Là, ça coince quand même. Oui, mais il formera un gouvernement. Bon, parce que, sincèrement, cet après-midi, les questions d'actualité où il est seul à répondre, il faut qu'il le fasse qu'une fois. Hein. Oui, il peut le faire. La chance, c'est qu'il y a les vacances parlementaires. Voilà, c'est ça. Il y a une session extraordinaire. Il ne peut pas continuer comme ça. Quoi. On va l'écouter, tiens, parce qu'il a évoqué la dette, évidemment, parce que c'est un des sujets majeurs pour la France. Il a plaidé pour dépenser moins, mais sans hausse de la fiscalité. On écoute François Bayrou. Je plaide pour qu'on prenne conscience du fait, oui, de l'exécutif aussi, et de ceux qui supplient l'exécutif de dépenser plus, ce qui arrive assez souvent. Je plaide pour que nous considérions, que nous comprenions que nous sommes en situation de co-responsabilité. Et je vous assure que je vous suivrai dans ce sens dès l'instant que nous pourrons dépenser moins pour agir mieux. Et je crois que c'est possible. Je n'ai jamais cru que c'était dans la fiscalité que se trouvait la réponse à tous les problèmes du pays. Car si c'était le cas, si la prospérité, la croissance et pour tout dire le bonheur d'un pays était indexé sur la fiscalité, nous serions aujourd'hui le pays le plus heureux du monde. Voilà, il a de l'humour, François Bayrou. Un petit trait d'humour. Et là, il est bon sur la dette. Écoutez, là-dessus, autant je peux être un peu dur sur tout le reste. Sur la fiscalité, il n'a pas tort. Mais là-dessus, il a raison. Bah oui. Ensuite, Michel Barnier avait dit la même chose. Tous ses prédécesseurs ont dit la même chose. Édouard Philippe avait dit la même chose. Sauf que personne n'a agi en suivant son propre discours. Moi, je demande, j'espère, je croise les doigts, j'espère que François Bayrou réussira à travailler sur un budget où il y a beaucoup, beaucoup moins de dépenses, sans augmenter les impôts. Et moins d'impôts, moins d'impôts. Et d'autres pays l'ont fait. D'autres pays l'ont fait, parce qu'on a l'impression que c'est une espèce de fatalité qui serait impossible. Oui. Mais quand vous regardez, alors il y a eu la crise du Covid qui a frappé tous les pays européens. Mais la France est le seul pays qui n'a pas réussi à revenir à son niveau de dépenses de 2019. C'est-à-dire que quand vous regardez le Portugal, vous pouvez regarder le Portugal, la Grèce, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais on n'aime pas tout regarder. Tous ces pays ont réussi à diminuer leur taux de prélèvement obligatoire de 4 à 5 points de PIB depuis la fin de la crise Covid. Donc si la France ne parvient pas à le faire, c'est bien parce que, et moi je trouve que François Bayrou a raison de parler du mot de co-responsabilité. Parce que ce qu'on a vu pendant l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, c'était quand même le bal des hypocrites. Ils croyaient tellement pas... Non, mais ils étaient tous persuadés qu'il n'y aurait pas de motion de censure et que ça passerait au 49.3. Donc personne n'a fait l'effort de construire un projet de loi de finances qui avait un minimum de sens. On cherchait 60 milliards d'économies. On a voté 65 milliards de dépenses supplémentaires, soit un delta de 125. Enfin, on est quand même vraiment chez les dingues. Et non, mais le pire, c'est que ceux qui étaient censés soutenir Michel Barnier, c'est-à-dire que ce soit du côté des macronistes, ok, mais ça, c'est fini, Jean-Sébastien. On n'en est plus là. Il a raison. On n'en est plus là, mais sauf que on n'en est plus là. Parce que moi, je rejoins et retiens ce que dit François Pupponi, que tous ceux qui s'imaginent qu'on va passer le mois de janvier et puis que tout sera oublié, non, parce que la loi de finances, quand elle n'est pas votée à temps, les gens, même si vous indexez le barème des impôts au mois de mars, ça aura produit des effets entre-temps, ça aura produit, quand vous devenez imposable et que vous ne l'étiez pas, ça vous perdez des allocations en cascade. Je vous rappelle que pendant le quinquennat de François Hollande, il y a des centaines de milliers de Français qui sont rentrés dans l'impôt par hasard, sans que personne s'en rende compte. C'était pas une intention, mais juste la fiscalité française. C'est là où François Bayrou, je trouve, pourrait formuler les choses autrement. Oui, si on a un problème de fiscalité, la fiscalité n'est pas la solution. Enfin, ce niveau de fiscalité n'est pas la solution. En revanche, une simplification massive du système fiscal et social français serait bienvenue. Alors, François ? Non, je pense qu'effectivement, on va découvrir tous les jours les conséquences d'une absence de budget voté concrètement. C'est jamais arrivé, mais on le découvre tous les jours. Ça va entraîner des conséquences pour tous les Français, et sans la possibilité pour le gouvernement d'essayer de rectifier cette année. Voilà.
Alors, ils essayent de trouver une solution juridique, constitutionnelle. Il peut y avoir un projet de loi de finances rectificative. Oui, mais un projet de loi de finances rectificative, pareil, par qui sera-t-il voté ou pas? Ah mais attendez, après ça, ce sont aux députés d'assumer leur choix. Oui, mais non, mais alors on va retomber. Attendez, là c'est les. Non mais là c'est les caliméros d'un côté. Attendez, pas tous en même temps, on comprend plus rien. François Pupponi, vous aviez la parole. Non, on ne peut pas voter la correction. Pour François Bayrou, et après je je vois pas l'intérêt d'aller faire une loi de finances rectificative en prenant le risque d'être lui aussi censuré. Parce que dès qu'on va faire un texte budgétaire, c'est le 49.3 pour le faire passer. Alors, donc c'est vrai que je pense qu'il n'aura pas un gouvernement aussi large qu'il le souhaite. Je vois mal les socialistes arriver. Moi, je vois mal tout ce petit monde-là cohabiter droite, gauche, centre. En fait, c'est ça je ne vois pas comment ça peut marcher. Alors attendez, Sabrina, pardon, Rachel Kahn. C'est ça que vous voulez dire? Non, mais je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et pour moi, si on regarde finalement de manière globale, nous avons des fondamentaux. Comment on peut faire vivre nos fondamentaux, notre loi, enfin notre constitution, avec des réponses qui sont adaptées à 2025. Je crois que c'est ça l'enjeu en fait là du Premier ministre. Et par ailleurs, et je le dis et je le redis, mais la principale facteur de la dette, c'est la lâcheté. Et moi, ce qui m'embête, c'est les esclandres à l'Assemblée nationale par des députés qui, dans les coulisses, font toc, toc, toc. On aimerait bien avoir des rallonges budgétaires sur des choses. Sur ma circonscription. Voilà, exactement. Évidemment. Sabrina Medjeber, votre analyse Mais moi, mon analyse, elle est un peu éloignée de la réalité en fait, de cette Assemblée nationale, puisque... Qui elle-même n'est pas donc dans la réalité. Depuis que la France a abandonné son outil productif et qu'elle s'est lancée dans une économie... de la consommation avec, mais une dette de l'État qui a 80% de la dette publique française. Donc, il y a des choses en fait qui m'étonnent énormément et il me semble que la première des responsabilités lorsqu'on est aux manettes, c'est déjà de réduire ses propres dépenses afin de pouvoir justement épurger cette dette dont le déficit est près de 150 milliards, je crois, et il demande, d'après ce que j'ai compris vis-à-vis du coefficient, il faudrait 60 milliards d'économies. 60 milliards d'économies, ça se fait en France en fait, quand on a plus de 1214 agences publiques qui servent, mais pour la plupart, pas à grand-chose. Il y a près de 23 milliards, voilà, par exemple. Il y a 23 milliards d'euros d'aide aux associations, dont certaines, parfois, jouent contre nous. Il y a une aide publique au développement qui est complètement lunaire. Quand je vois qu'on donne de l'argent à la Chine, qu'on donne de l'argent à l'Algérie sur 5 ans, 800 millions, je veux dire, on pourrait aussi faire des économies et comprendre que la France, c'est une sorte de maisonnée. Et une maisonnée, je veux dire, il y a un budget, et un budget, ça se gère correctement. Louis Drinel. Là, vous avez 100 fois raison. Mais hélas, et je pense que vous allez être très déçus, mais rien de ce que vous appelez de vos voeux ne se produira. Pour la raison évoquée par François Pupponi. C'est-à-dire que, comme François Bayrou va avoir qu'un seul objectif, c'est de durer, pour durer, vous ne pouvez pas faire de choses tranchées, vous ne pouvez pas faire de choix, de véritables choix, vous ne pouvez pas couper dans des dépenses. Et donc c'est terrible parce que c'est la convergence d'intérêts de gens, de sentiments un peu médiocres. Ou alors depuis qu'on a abandonné et donc l'outil de tous ces sujets ne pourront être réglés qu'à un seul moment. Si vous voulez aller avoir une espérance, c'est à l'élection présidentielle, la prochaine. Ça va être long. Il va falloir attendre. Non mais c'est terrible. Et pendant ce temps-là, vous allez voir la crise économique et financière qui va vraiment s'amplifier à partir du mois de janvier prochain. Il y a quand même un certain nombre d'urgences qui ne sont pas de notre fait, mais je pense à Mayotte, ça va demander quand même des moyens considérables. Là, encore une fois, je ne sais pas très bien où on trouve l'argent, on va le trouver, on a débloqué des fonds interministériels. Mais ce que je trouve terrifiant, c'est que tous les problèmes, on les liste, on les identifie, à peu près rien ne sera réglé avant la prochaine élection. C'est sûr que tout est bloqué jusqu'en 2027, c'est évident. Mais c'est vrai que ce que peut faire, la seule chose que peut faire le Premier ministre, c'est ce que demande Charles Amédée de Courson. L'Europe nous demande 30 milliards d'économies et pas d'augmentation d'impôts. On fait le minimum. Il les fait. Il ne va pas plus loin. Ça peut passer. Mais par ailleurs, 30 milliards. Non, mais le problème, c'est la cause. Allez, on continue en débattre dans un instant. Dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On recevra Henri Guénaud tout de suite. Et on a le plaisir d'accueillir Henri Guénaud. Bonsoir Henri Guénaud, merci. Bonsoir, moi je suis très calme. Mais je sais que vous êtes très calme, vous allez vraiment tempérer ce plateau qui est survolté. On va juste écouter François Bayrou, parce que c'est intéressant d'avoir votre avis sur ce qui se passe en ce moment. Il était à l'Assemblée, je le disais cet après-midi, il a dit aux députés, si nous en sommes là, c'est à cause de la motion de censure. Écoutez François Bayrou. Je ne laisserai pas la situation budgétaire sans réponse. Mais permettez-moi de vous dire que s'il n'y a pas eu de réponse, c'est parce qu'il y a eu censure. Et ce n'est pas nous qui avons censuré. Vous avez raison de dire en effet que la censure n'a été acquise que parce qu'il y a eu des votes qui se sont additionnés
sur les bancs des uns et sur les bancs des autres. Et donc la situation dans laquelle nous sommes, objectivement, c'est la conséquence du vote de censure qui a eu lieu. On a des raisons de le conduire, mais c'est la conséquence. Et nous allons réparer cette situation. Et j'espère que nous le ferons en trouvant des chemins d'entente entre le gouvernement et les différentes sensibilités qui formeront le gouvernement et les élus responsables sur vos bancs. Voilà pour François Bayrou. Henri Guénaud, c'est la faute de la motion de censure ou pas? Alors, ou c'est la faute des politiques? Il a raison dans tout ce qu'il dit. Mais c'est une lapalissade. Évidemment, si le texte n'avait pas été censuré, il serait passé et nous aurions un budget. Bon. Vous avez demandé ce qui a entraîné la censure. Oui. À la fois sur le fond, le texte, et puis sur la stratégie, à propos de la stratégie du gouvernement. Avait-on besoin de recourir à l'article 49.3 ? Bon. En recourant à l'article 49.3, vous appelez de la part des oppositions une motion de censure. C'est la logique de la Constitution, c'est la logique du 49.3. Il n'y a pas pour les oppositions d'autre choix pour répondre à un 49.3 que la motion de censure. Alors après, oui, c'est vrai, les voix se sont additionnées, mais connaissez un texte qui passe sans que des voix s'additionnent? Non, mais vous voulez dire que Michel Barnier a fait exprès de tomber, c'est ça? Non, je ne dis pas ça. Henri Guénaud, c'est compliqué quand même. Ça, il n'était pas obligé. C'est pas ma thèse. Il n'était pas obligé de recourir au 49.3. Il pouvait très bien aller au vote. Le projet aurait à la fin été rejeté. Enfin, les deux auraient été rejetés. Et on repartait à zéro. Mais je crois qu'il y a eu... quelque chose qui, moi me chagrine beaucoup et m'interpelle, comme on dit aujourd'hui. C'est que, au fond, le gouvernement et tous ceux qui l'ont conseillé, tous ceux qui l'ont soutenu, pensaient que leur projet était un très bon projet, que d'ailleurs, il n'y avait qu'une seule politique possible et qu'un seul projet possible, et par conséquent, ça méritait un 49.3, c'est-à-dire un tout ou rien. Voilà. Et je pense au contraire. D'accord. Mais François Pupponi, on a affaibli l'ensemble des institutions. Il a raison. Ou pas? Non, mais c'est vrai qu'effectivement, le Premier ministre a fait le choix de présenter son texte. Il pouvait ne pas être voté. On se retrouvait dans la situation d'aujourd'hui. Non, mais sans avoir changé de gouvernement, c'est-à-dire sans l'instabilité gouvernementale. On n'aurait pas eu de budget, mais c'est la responsabilité des parlementaires. Et le gouvernement pouvait continuer à fonctionner. Moi, sincèrement, et je pense que si le Premier ministre Barnier à l'époque l'a fait, c'est qu'il était convaincu que le RN ne voterait jamais avec LFI. Et ils se sont trompés. Bien sûr. Mais alors, j'ai l'impression quand même que tout ça... Oui, Henri Guénaud, allez-y. Cette sous-estimation du vote sur le vote RN-LFI, mais il y avait aussi cette idée qui est destructrice depuis des décennies, qui est il n'y a qu'une seule politique possible. Ça, c'était la formule de Madame Thatcher. Il n'y a pas d'alternative. Voilà, il n'y a qu'une seule politique possible. Et par conséquent, c'est ça ou rien. C'est ça ou le chaos, etc. C'est quel que soit le sujet, et en particulier les sujets économiques ou les sujets européens, il n'y a pas d'autre politique possible. Donc, on fait du tout ou rien. Mais ce qui est vraiment très important, c'est le décalage qu'il y a désormais entre les Français et les politiques qui se creuse, parce que là on voit ces chicayas à l'Assemblée nationale. Le quotidien des Français ne change pas, toujours aussi compliqué pour le pouvoir d'achat. On avait hier Dominique Schelcher, le président de la coopérative U, qui était sur notre plateau. Écoutez ce qu'il dit sur l'impact de cette instabilité politique sur le moral des Français. Les Français ont le moral dans les chaussettes. Et il y a un sondage là et là dont je viens de prendre connaissance qui me frappe vraiment et qui dit que le niveau d'inquiétude des Français est pire que pendant la période du Covid. Ça, c'est quand même du jamais vu. Et nous, sur le terrain, sur le carrelage, comme on dit chez nous, on le ressent. Les gens ont un peu la tête ailleurs. Alors, il y a des petits signaux positifs quand même. Par exemple, la volonté de se faire plaisir pendant les fêtes, elle est quand même là. Mais on sent que l'ambiance n'y est pas. Ça, c'est clair et net. Parce qu'ils sont inquiets, donc ils ont tendance à moins dépenser, évidemment, les Français. Les Français n'aiment pas l'incertitude. Ils n'aiment pas l'incertitude. Ils ne savent pas à quelle fiscalité ils vont être mangés l'année prochaine, etc. Et ça bloque les Français toujours. Ça a toujours été le cas. Voilà pour Dominique Schelcher, qui est d'une lucidité implacable. Les politiques vont payer cher ce qui se passe aujourd'hui. Ils vont payer très cher. Les Français sont inquiets. Les investisseurs étrangers se disent mais on ne va pas revenir dans ce pays-là où il se passe des choses comme ça parce qu'on ne sait pas où on va. Donc on est en train petit à petit d'abîmer tout le système.
Et effectivement, quand on regarde ce qui se passe encore à l'Assemblée cet après-midi, les politiques ont le sentiment qu'on doit continuer comme avant, parce que de toute façon, mais ils n'ont rien compris. Tout tremble, rien ne bouge, et on peut y aller. Quoi, voilà. Parce que ça continuera toujours. Il y a un moment où ça va effectivement s'arrêter. Mais le problème, c'est que... Jean-Sébastien Ferjou. Oui, certes, on peut pointer du doigt la responsabilité des politiques ou de X ou X familles politiques en particulier, mais enfin, la logique du tout ou rien dont parle M. Guénaud, les Français l'appliquent eux aussi, parce que à vouloir l'atomisation de la vie politique, elle est le produit de quoi? Elle est le produit de fait de dire je ne veux voter que pour le truc qui me correspond exactement en tout point. Mais non, un parti, ça a toujours été une matrice sociologique permettant de faire vivre ensemble des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. L'assuré maladie n'a pas le même intérêt que le médecin ou que l'infirmière, mais au nom de valeurs supérieures, vous vous mettez d'accord sur un programme. Mais nous ne sommes plus capables de faire ça parce que nous avons renoncé au corps intermédiaire tout simplement. Mais il n'y a pas de démocratie, à moins que nous soyons la principauté de Monaco ou qu'on arrive à tous se rassembler sur la place du village. Il n'y a pas de démocratie directe, ça n'existe pas. Il faut des corps intermédiaires, il faut des syndicats, il faut des partis. Et la logique du tout ou rien qui amène chacun à finalement se dire je ne vote que dans mon canal de nage et je suis dans la pureté idéologique absolue. Je vous ai entendu. Elle produit aussi... Henri Guénaud, vous êtes d'accord avec ça? Il faut comprendre les cercles vicieux qui nous amènent là où nous en sommes, que ce soit en matière économique ou que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine social, identitaire, etc. Si les Français se comportent de cette façon, c'est parce que la société s'est fracturée, que tout le monde, devant les fractures et le mal-être et les souffrances, à la fois sociales, psychologiques, etc., se radicalise. Mais ça, l'origine de ça, ce sont aussi les politiques publiques qu'on a conduites depuis 40 ans, avec des différences, des moments où il y a eu des sursauts, mais je veux dire que quand on a décidé de faire la mondialisation, et c'est vrai pour toutes les sociétés occidentales, regardez les fractures américaines, anglaises, allemandes, on n'a pas de budget, les Allemands non plus, là. Oui. Faut se rappeler, parce que la coalition elle a explosé, parce que le Parti libéral a voulu faire chanter le Parti social-démocrate, etc. Donc toutes nos sociétés sont fracturées. D'ailleurs, des économistes qui, dans les années 90, disaient la mondialisation n'est pas coupable, eux-mêmes disent aujourd'hui, nous, les économistes, nous avons sous-estimé les effets délétères de cette façon de faire la mondialisation, c'est-à-dire de mettre en compétition des systèmes économiques et des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes contraintes, avec des monnaies souvent sous-évaluées, ça ne pouvait que dégénérer. L'Europe, derrière, a été une sorte de cheval de Troie de cette mondialisation qui a été faite de façon absolument folle. Voilà. Et aujourd'hui, le politique n'a même plus les moyens. Il s'est défaussé de tous les moyens, de tous les leviers. Donc, vous ne pourrez corriger ça, non pas simplement en faisant la leçon aux politiques, mais en demandant aux politiques, en les mettant au pied du mur, pour qu'ils récupèrent une partie des instruments qui leur permettent de gouverner. Voilà, on peut faire tous les discours qu'on veut. Si on ne veut pas changer la hiérarchie des normes entre le droit international, les conventions internationales, le droit européen et la loi française, le Parlement, sur beaucoup de sujets qu'on évoque aujourd'hui, que ce soit l'immigration, encore une fois, l'économie, l'industrialisation. Mais qui en parle aujourd'hui de tout ça, Henri Guénaud, à part le Rassemblement national? En fait, personne n'a le courage d'aborder ces questions. Les Républicains en parlent, Bruno Retailleau en parle. Non, il n'y a pas personne. Le discours n'est pas totalement absent du débat public. Le discours sur la hiérarchie des normes, il est totalement absent. Il l'était pendant les européennes. Pendant les européennes, il était présent. On a beaucoup parlé sur la question de l'accord franco-algérien en matière migratoire. Au moment de la campagne européenne, on en a parlé. La hiérarchie des normes, on en a beaucoup parlé. Pour essayer de reprendre la possession de notre droit. Et pendant 20 ans, on n'en a pas parlé avant, Henri. Non, mais là, en réalité. Personne n'en parle. Mes amis de LR, ils ont fait une proposition de loi constitutionnelle. Quand vous la lisez, c'est pire après qu'avant. Voilà. Tout le monde fait semblant. Mais tout le monde fait semblant. Tout le monde fait semblant. Qui va avoir le courage de dire il faut réformer la Constitution et il faut le faire par l'article 11 quand vous avez la meute des constitutionnalistes et des juridictions anti-gaullistes et anti-5e République qui vous disent ce serait un coup d'État constitutionnel. Et qui va avoir le courage de demander aux Français de trancher ces questions? Référendum alors? Il n'y a que Marine Le Pen, en réalité, qui en parle. Référendum, Henri Guénaud? Cette question elle a été effleurée par certains candidats à la présidentielle.
Ils ont tous fait marche arrière. Voilà, moi, je ne vais pas vous refaire... Parce qu'on sait que ça ne peut changer qu'à l'occasion d'une élection présidentielle ou dans un contexte post-élection présidentielle. Ça ne peut être... C'était Emmanuel Macron qui a gagné. Les changements qu'il faut opérer ne peuvent se produire qu'après une élection présidentielle qui ne soit pas un rendez-vous démocratique raté, comme en 2022, avec un vrai mandat. Et ensuite, le courage, non, c'est pas le courage des réformes, c'est le courage d'aller devant le peuple et de demander au peuple de trancher des questions que le système politique tel qu'il est aujourd'hui et le système des dirigeantes ne peut plus trancher. Mais il faut aussi avoir le courage d'aller au bout de la logique. Moi, je suis d'accord avec vous, mais on peut le prendre dans les deux sens. Il y a une responsabilité des politiques. Il me semble que depuis 40 ans, il y a eu des élections et donc des Français qui ont validé un certain nombre de grandes orientations politiques, y compris dans la construction européenne. Mais oui, il faut avoir le courage de dire il y a trois choses qu'on ne peut pas avoir en même temps. C'est le fameux triangle d'incompatibilité de Dany Rodrigue. Vous ne pouvez pas avoir la souveraineté nationale, la démocratie et l'intégration économique. Parce que si vous avez l'intégration économique et un niveau démocratique, alors vous renoncez à la souveraineté nationale. On peut l'appliquer à l'Union européenne, mais c'est plus difficile pour la mondialisation. Si vous voulez sauver la souveraineté nationale et la démocratie, vous renoncez à une part d'intégration économique. Mais vous ne pouvez pas avoir les trois en même temps. Non mais c'est ultra schématique. Oui, revenez un tout petit peu à des... Là, on s'éloigne. Là, on s'éloigne. On s'éloigne complètement. Non, s'il vous plaît. Pas tous en même temps et pas besoin de crier. C'est difficile pour nos auditeurs. Je voulais juste dire, j'ai espéré que le quinquennat, alors on ne revient pas sur mais le quinquennat, enfin, 2 élections possibles pour un président devaient permettre, dans le deuxième quinquennat, dès lors qu'on ne pouvait plus se représenter, de pouvoir faire les réformes, puisqu'on n'était pas jamais produit. Bah oui, mais c'est ça. Donc, non mais moi je pensais comme vous, espérer qu'à la deuxième quinquennat, le président allait se dire, je peux y aller parce que de toute manière. Non, mais pardon. Non, mais il y a un vice dans le non, dans la non-réitération d'un quinquennat au-delà de 2. C'est que quand vous arrivez dans votre deuxième quinquennat, alors soit vous perdez au bout de 2 ans le soutien de votre majorité qui prépare la suite, soit vous devenez fou parce que vous n'avez plus de contraintes de réélection. Et là, c'est bien parce qu'on a les deux. Voilà. Mais c'est un inconvénient terrible parce que oui, il faut avoir le courage, mais ce courage, il peut pas aller violemment contre la volonté populaire. Et donc, si celui qui est au pouvoir se dit, j'ai plus de contraintes de réélection, je m'en fiche, je me fiche de ce que vous pensez, je vais faire tout ce que je veux, ça finit dans un mur de violence.